Bonjour. Bonjour. Depuis El Chalten, nous avons pris la route du sud en direction de El Calafate. C'est une route, alors là on a commencé à voir quand même que le vent forcissait. On voit au volant que ça bouge pas mal, hein. On arrive à El Calafate, c'était prévu dans la météo. Il va pleuvoir ce soir, et c'est très venté. La route est très jolie, on a vu beaucoup de lacs turquoise. Surtout en arrivant sur El Calafate, où il y a le lago Argentino qui longe El Calafate. Quand on était à El Chalten, Manu avait déjà très envie de marcher sur un glacier. J'étais un peu réticente parce que j'avais peur que ce soit difficile. Donc je repoussais, mais on était à peine arrivé à El Calafate qu'il a cherché à savoir si on pouvait monter sur le Perito Moreno. Alors c'est possible, il y a deux options. La première, elle nous est interdite simplement parce qu'on a plus de 50 ans. C'est une longue marche sur le glacier. Donc on avait juste le choix d'opter pour le mini trekking. Alors le seigneur des lieux, c'est le Perito Moreno, qui est l'un des glaciers les plus connus du monde, en tout cas le plus connu d'Argentine. Tout simplement parce qu'il est très beau et effectivement, objectivement, il se termine par une falaise de glace qui se jette dans un lac, et alors qui peut éventuellement se diviser en deux. Il y a toute une histoire de voûte de glace qui se crée parfois et qui s'effondre. Dans notre cas, on n'a pas vu cette voûte parce que en fait elle s'était effondrée peu de temps avant et elle se reconstitue plus vraiment, j'ai l'impression. Je ne sais pas si ça va encore durer ou pas. Peut-être faute de glace à cause de réchauffement climatique. Donc du coup là on avait juste la grande falaise de glace avec on va dire deux côtés qui forment comme un angle, mais il n'y avait pas de voûte. En revanche il y a toujours l'effondrement des glaces puisque le glacier avance, pousse sa glace vers l'eau et à un certain moment la falaise s'effondre. Donc ça fonctionne toujours. Et face à cette falaise de glace, il avance quand même assez vite, hein, puisqu'il avance de 1 mètre par jour à peu près. Je trouve ça impressionnant. Il y a une grosse masse d'eau, enfin c'est la neige qui se compacte, qui se forme en glace au bout de quelques mois, quelques années, je me souviens plus très bien, et puis qui pousse tout ça, et sur la longueur d'une montagne, donc ça fait beaucoup de masse. Cette première vue, elle est équipée de passerelles, c'est là que vont 90% des visiteurs. C'est très bien équipé, il n'y a rien à dire. On a un peu le sentiment d'être dans un sentier, on n'est pas hors des sentiers battus, c'est le moins qu'on puisse dire. Les vues qu'on a eues sont des vues qu'ont des milliers de personnes le même jour ou presque. En revanche, donc, on avait choisi de faire ce trek sur la glace qui est beaucoup plus restreint en termes d'accès, parce que c'est des petites équipes d'une vingtaine de personnes qui se constituent et qui sont muni crampons et qui vont crapahuter donc sur le glacier. Et ça reste touristique au sens où on ne peut pas le faire en indépendant, donc on est obligé de passer par une petite agence. Mais c'est sympathique, c'est bien là, fait. on prend un petit bateau. Et puis il nous emmène à un endroit du Perito Moreno qu'on ne voit pas lorsqu'on est sur les passerelles. Il nous emmène sur le côté parce qu'on ne pourrait pas directement grimper à la falaise, on l'imagine bien. Donc on passe par le côté, c'est-à-dire la moraine glaciaire, tous les morceaux de roche et tous les sables, les graviers qui sont charriés par le glacier forment donc une sorte de butte sur chaque côté. Et donc c'est par là qu'on commence l'ascension. Oui, on arrive, il y a une petite marche à peu près d'une demi-heure, je crois. C'est un peu forestier d'ailleurs sur les bords, parce que c'est un endroit où il y a des arbres aussi en bordure de glacier, et puis par un petit sentier on finit par monter et arriver sur le glacier, à un endroit où on peut grimper progressivement par une pente pas trop raide. Et là, on oublie les crocs, puisqu'ils nous équipent de crampons, donc il faut avoir des chaussures de marche. Et il y a toute une équipe, c'est vraiment très bien organisé, hein. Il y a toute une équipe qui nous lasse nos crampons. Et puis c'est parti, hein. C'est parti à l'aventure. Donc en fait c'est pas du tout difficile. Il faut juste faire très attention là, mais c'est la consigne qui nous rabâche
tout le temps, c'est qu'il faut marcher comme les pingouins, c'est-à-dire en écartant les pieds. Si on oublie, on en a vu, parce qu'on reprend notre marche naturelle, là on se casse la figure. Mais si c'est un peu comme si on se marchait sur des lacets dénoués en fait. Voilà, mais sinon on glisse pas du tout, ça, les crampons font bien leur fonction de crampons sur la glace. Et c'est vraiment très joli. Vraiment très 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 joli. Alors ce qu'on voit d'ailleurs, c'est ce qu'on imagine. D'abord on a eu beau temps, donc les lumières sur le glacier, les bleus dans les puits de lumière étaient... Voilà, c'est ce qu'on voit en fait. Wow. On voit quelque chose qu'on imagine assez bien, c'est-à-dire d'abord des courbes, puisque la glace fond et donc ça, tout se fait en arabesque, un petit peu comme les dunes du désert, sauf que c'est de la glace. Et puis on voit des dégradés de bleu. Donc on a tous les dégradés du blanc resplendissant au bleu soutenu. Et tout ça avec des systèmes de crevasses, de trous, l'eau fond, donc on arrive à voir des petits ruisselets d'eau, des gouttelettes qui se forment un petit peu partout. Donc c'est très esthétique. Parfois on passe entre deux parois qui sont pas très très larges, que c'est assez marrant. Ça reste touristique, hein, on peut pas nier. À la fin de l'excursion, moi j'ai trouvé ça plutôt sympa. Ils sortent tout est prêt, hein, une espèce de table où ils nous versent un fond de whisky avec de la glace de Perito Moreno. Donc voilà. Bien sûr, c'est kitsch, mais en fait, on se prend au jeu volontiers. Ça fait partie ça fait partie du voyage aussi. Ça serait un peu réducteur de vouloir stupidement être seul toujours. Ouais. Et d'ailleurs, en fait, on partage aussi ces moments avec des visiteurs locaux. Donc, c'est aussi l'occasion de côtoyer et de comprendre un petit peu les Argentins, plus tard les Chiliens, et c'est très bien comme ça. Le lendemain, on s'est posé un petit peu. Il a fallu s'occuper de récupérer l'appareil photo, retirer de l'argent. Enfin bon, bref, on s'est posé. On a dû travailler sans doute sur nos vidéos, comme toujours dès qu'on se pose. Et on en a aussi profité pour faire la vidange d'Oscar dans un tout petit garage local. Et le soir, on s'est payé un petit restaurant, parce que alors là-bas c'est pareil, hein, on touche à touche avec les rabatteurs sur le trottoir. Il faisait très très beau, les terrasses étaient pleines. Donc on a été manger un assado, un gros plat de viande. C'était pas arrivé depuis l'Argentine, hein, on avait été un peu dégoûtés. Mais là c'était un très très bon restaurant, donc la viande était vraiment très très bonne. Et on a eu droit, une nouvelle fois, mais c'est le cas en Amérique du Sud, j'ai bien l'impression dans tous les pays, à une démonstration de danse argentine. Et ben c'est vraiment, vraiment étonnant de voir comment les Argentins sont fêtards en fait, parce que dès que le groupe commence une chanson, mais il y a toutes les tables qui se mettent à chanter, des ados aux personnes âgées, tout le monde tape des mains, donc c'est bien agréable. Siguen ustedes. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Et le lendemain, nous avons fait une petite expédition en bateau. Là aussi, c'était assez difficile de réserver, tout était plein. Mais on a encore eu de la chance. Et avec le temps, et avec le fait qu'il y a des places qui se libèrent. Donc on est parti en début d'après-midi, je crois. Donc là, on a une sociologie un petit peu différente. On a beaucoup de touristes locaux, plutôt des familles qui sont là, dans un grand bateau bien
bien aménagé et bien protégé du froid. Donc on navigue assez longtemps sur le grand lac, le lago Argentino. Et on va tout au bout chercher un glacier qui s'appelle le glacier Uppsala, qui est un très grand glacier. Alors celui-ci, on ne peut pas l'approcher beaucoup parce qu'il génère beaucoup de glaçons, beaucoup d'icebergs. Et donc j'imagine pour des raisons de sécurité, on ne peut pas aller trop près. Donc on se dirige vers le glacier, on le voit de loin, on lui fait coucou et on fait vite demi-tour pour longer. Donc c'est une logique un peu de fjord, hein. Il y a, même si ce sont des lacs, il y a des falaises assez abruptes sur le côté, et il y a Campo de Hielo, donc les champs de glace qui sont juste derrière. Donc ils génèrent parfois des glaciers d'assez petite taille, mais qui se logent dans les vallées étroites. Donc on a parfois des glaciers suspendus qui apparaissent, qui ne vont pas jusqu'au lac, mais qui constituent un panorama impressionnant. Et enfin, on finit par arriver au plus beau glacier en fait de la zone, enfin celui qu'on peut voir le plus complètement et de plus près, qui s'appelle le Spegazzini. Donc il est un peu plus petit que le Perito Moreno, mais comme il est différent, il offre d'autres perspectives. On peut l'approcher d'assez près. On peut le voir de 3/4 profil, on peut le voir avec la falaise de glace qui est surmontée du glacier lui-même, qu'on voit s'effacer dans les brumes. Donc c'est quelque chose d'assez joli. Alors tout le monde se précipite sur le pont au même moment pour avoir la meilleure vue possible sur le glacier. Et puis voilà que le bateau fait un demi-tour. Et évidemment il faut être de l'autre côté du bateau. Donc c'est un petit jeu comme ça de prise de vue à gauche, à droite. Mais il y en a pour tout le monde. Le bateau fait 2 ou 3 tours sur lui-même en l'espace de peut-être 10 ou 15 ou 20 minutes. Et puis, voilà, on s'est bien rincé l'œil en quelque sorte, rincer l'œil avec de l'eau claire. Et on repart. Hein. Et donc on a un autre point de vue, un point de vue qui s'est enrichi sur ce monde des glaces et des glaciers. On a le sentiment de mieux comprendre après avoir vu le glacier Viedma près du Fitzroy, après avoir vu le glacier Perito Moreno, les glaciers suspendus. On commence à mieux comprendre ce système de vallées glaciaires et de glaciers qui, malgré leur récession, sont encore présents dans le paysage et viennent se jeter majestueusement dans les lacs. Et puis juste après cette expédition, on est vite allé encore une fois devant le Perito Moreno, puisque le parc ferme à 19h30, mais on peut rester quand même un petit peu dedans. Il n'y a pas de contrôle particulier. En fait, le circuit touristique est tellement rodé que 99% des gens sont charriés par bus aller et retour. En quelque sorte, ils sont captifs. Et à la fin, l'activité de la journée s'éteint doucement. Ils n'ont même pas besoin de pousser les gens dehors, en fait. Et au bout d'un moment, il n'y a plus personne. Ouais. Et nous, on arrive à ce moment-là et on est tout content parce qu'on peut descendre sur les parce qu'on est quasiment tout seul. Donc là, on en a encore bien profité. On a attendu que des morceaux de glace tombent. Et comme il faisait chaud, on se disait qu'on avait de bonnes chances de voir une grande paroi descendre. Alors on en a vu, mais des petits. Par contre, c'est quand même marrant parce que on entend d'abord un gros bruit. Bon! Et quelques secondes après, on voit un morceau de glace tomber. Mais le bruit est toujours plus fort qu'en fait le morceau de glace qui tombe, qui est finalement, enfin ils étaient petits ceux qu'on a vu tomber. Ouais, et bien en plus le glacier il fait beaucoup de bruit aussi qui attire notre attention sans qu'on puisse voir d'où ça vient, c'est-à-dire il craque à l'intérieur en quelque sorte. Après il y a un décalage entre la vitesse du son et la vitesse de la lumière, donc une fois qu'on entend le son, en général c'est un petit peu trop tard, c'est comme le tonnerre qui gronde après la foudre. Donc on a toujours le sentiment d'être en retard et d'avoir raté la scène. Mais en vérité, il n'y avait pas tant de glace qui tombait que ça ce jour-là. C'était même un peu surprenant. Et on a fini par reprendre la route en ayant encore quelques vues distantes parce que la route monte avant de repartir vers El Calafate et elle est obligée de passer en fait par un petit col.
Et donc on a encore quelques vues plongeantes sur le Perito Moreno. Pas vraiment au soleil couchant parce que le fond, comment dire, la configuration des lieux est ainsi faite que le fond de la vallée est pratiquement toujours brumeux ou nuageux. Donc au bout d'un moment dans la distance, le haut du glacier se confond avec les nuages. Je pense que c'est... on l'a toujours vu comme ça et je pense que c'est quand même quelque chose de très fréquent. Plus on va vers l'ouest et plus il y a de masse d'eau dans l'air et plus il y a de nuages et de brume. Donc c'est normal de voir le front du Perito Moreno net et le fond dans une sorte de flou artistique qui part vers le blanc, le fond du blanc. Quand on est à El Calafate et qu'on veut aller au Perito Moreno ou sur les lieux des excursions, il faut rouler un petit peu, hein, il faut rouler 80 km, donc ça prend un peu de temps. Donc moi j'ai usé et abusé de mon plaisir favori qui est de rester au lit le matin. Et comme ça Manu conduit jusqu'au Perito Moreno. Et un matin il m'a dit viens vite. Donc je suis descendue et là il y avait une très 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 jolie scène d'oiseaux, donc Et de caracara. des caracaras, et il y y avait aussi des buses qui venaient, les rapaces qui étaient autour d'un pauvre petit lapin qui avait dû se prendre une voiture. Et donc là, on s'est bien fait plaisir. Alors je pense qu'il y a une sorte de routine quotidienne qui est la suivante. La nuit, sur cette route, quelques véhicules passent, des véhicules de service probablement, de personnes qui travaillent dans l'activité touristique. Et il y a énormément de lapins, mais vraiment beaucoup. Hein. Il nous arrive de voir 10 ou 20 lapins en 3 km. Et donc il y a quelques lapins qui passent sous les roues des voitures. Et au petit matin, les rapaces viennent se servir. Donc ils traînent une carcasse de lapin sur le bord de la route. Et c'est assez facile de les observer donc, de cette manière-là. Et la prochaine fois, on vous emmène enfin au bout du monde. À bientôt!